What are you? I mean, what do you do? Un ours et une souris, ça va pas, enfin c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas convenable, ça se fait pas? Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça, voilà. Mais comment tu fais pour être aussi con, bordel? Je me vois mal parler de mon âme avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis critique à Objectif 32, Critique de quoi? du cinéma. Ah bon? Et votre objectif, c'est d'avoir 32 lecteurs? Espèce de hippie de merde! À qui la faute, monsieur le commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite. Et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Écoutez tous, ou bien vous arrêtez vos micmacs, ou bien je sors les dossiers tout de suite. L'Infini Détail, le podcast, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode consacré à Boîte Noire, thriller paranoïaque dans lequel un acousticien interprété par Pierre Ninet exprime de sérieux doutes quant à la fiabilité de la boîte noire qu'il est chargé d'analyser suite au crash d'un avion de ligne. Un film réalisé par Yann Gozlan, metteur en scène de Burnout avec François Civil, sorti dans les salles en janvier 2018. Crash dans les Alpes, un Atrion 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire? Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal. Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. Et pour m'accompagner dans cette enquête, je serai avec ma fidèle complice Mathilde Lemaire. Bonjour Mathilde. Salut Guillaume. Comment ça va? Content d'être dans le sud pour une fois, on n'enregistre pas dans les Hauts-de-France, à Arras, chez toi, on a échangé. Ouais, et du coup on s'est fait bouffer par les moustiques. Bienvenue dans le sud, ils sont impitoyables ici près de la Camargue. Donc on ressemble à rien, on a des cloques de partout, mais c'est de la radio, c'est pas grave. Il exagère un peu, hein. Il exagère rien du tout, on fait que se gratter. Bref, fin de la plainte. C'est la deuxième fois que le comédien Pierre Ninet et le réalisateur Yann Gozlan travaillent ensemble après Un homme idéal, film sur lequel toi et moi avons beaucoup de choses à dire, puisqu'on l'a pas vu. Voilà. On l'a pas vu du tout, et je sais même pas de quoi ça parle. Mais moi non plus, figure-toi. J'ai vu l'affiche, et c'est tout. Ça s'en tient là. Mais pourtant, j'avais beaucoup aimé Burnout, donc j'avais bêtement raté celui-là. Mais vu les qualités qu'on va défendre dans Boîte Noire, je pense qu'on finira par le découvrir tôt ou tard. Et commençons par l'essentiel, donc Boîte Noire. C'est un film qui fait plaisir. Faut le dire d'entrée de jeu, c'est pas un grand film. Il fera peut-être pas d'âtre dans l'histoire du cinéma français, mais c'est un film qui, 2 heures durant, pense vraiment à son public. C'est sa force et quelque part sa limite. Il commence par une scène très ambitieuse sur le plan technique. C'est un long plan séquence, donc une scène filmée en un seul plan, où la caméra part de la cabine de pilotage, traverse tout l'espace passager, s'engouffre dans un conduit d'aération et achève sa course, fort logiquement, sur la boîte noire que va analyser Pierre Ninet après le crash. Crash qui demeure donc hors champ. C'est une belle manière de solliciter d'entrée de jeu les sens du spectateur. On entend le crash, mais on ne le voit jamais. Charge à Pierre Ninet, par l'interprétation, et à Yann Gozlan, par sa réalisation, de nous faire vivre le crash a posteriori. Oui, alors tu commences par l'essentiel, c'est bien normal. Et je te rejoins pour dire que Boîte Noire est un bon film, un très bon film même. Mais moi, je vais plutôt commencer, si tu me le permets, par... Non. Vas-y. Je t'en prie. Par évacuer une première critique, qui est un peu pénible à formuler, et qui, je tiens à le préciser, c'est important, est très subjective. Je vais mettre les pieds dans le plat, comme on dit. Pour apprécier Boîte Noire, ou en tout cas pour l'apprécier à sa juste valeur, en tant qu'œuvre cinématographique, il a fallu que je fasse un peu abstraction du sous-texte politique. J'ai en effet eu la désagréable impression, et ce dès le départ, de voir un film qui s'évertuait pendant presque 2 heures à dédouaner un terroriste islamiste, si ce n'est le terrorisme islamiste. Je m'explique. Au début de l'enquête, qui suit donc le crash dans les Alpes d'un avion de ligne reliant Paris à Dubaï, ou l'inverse, je sais plus, la piste djihadiste est privilégiée par le BEA, c'est-à-dire le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Et pour cause, Mathieu Vasseur, donc le héros joué par Pierre Ninet, qui est chargé d'analyser, en sa qualité d'acousticien, comme tu l'as dit, le contenu de la fameuse boîte noire de l'appareil, entend les mots « Allah Akbar », ce qui laisse peu de place au doute. Et ce, juste avant qu'il ne soit révélé par les services de renseignement que l'un des passagers était en gros fiché S, hein. C'est bien ça, il me semble.
Ah ouais, ça arrive au bout de... C'est exactement ça, et ça arrive au bout d'une demi-heure de film à peu près, ça, cette révélation, quelque chose comme ça. Voilà, et donc à ce stade, c'est très important de le préciser également, rien ne nous permet à nous, spectateurs, qui n'en savons jamais vraiment plus que Mathieu Vasseur, puisque nous voyons tout à travers ses yeux, et plus important encore, que nous entendons tout à travers ses oreilles. Rien ne nous permet donc de douter de cette hypothèse, si ce n'est l'idée que le film commence à peine et qu'il y aura forcément des rebondissements. On se doute bien que ça va pas en rester là. Sur 2 heures, ouais, il y avait peu de chance. Ouais. Et pourtant, lors d'une conférence de presse organisée donc par le BEA pour présenter les premières conclusions de l'enquête qui débute à peine, conclusions qui sont encore une fois très crédibles à ce stade, un personnage qui nous est présenté comme une journaliste de Mediapart prend la parole pour remettre en cause ses conclusions, et ce, sans avancer le moindre élément probant. Et évidemment, vous l'aurez compris, la suite du film lui donnera pleinement raison. Elle s'alliera même provisoirement au héros pour faire éclater la vérité, avant de l'abandonner à son sort, le jugeant trop peu fiable. Alors, moi je veux bien qu'on me raconte tout et n'importe quoi. Une histoire d'attentat, une histoire de complot, une histoire de défaillance technique, tout ce que vous voulez. Mais honnêtement, personne ne me fera croire que ces choix narratifs que j'ai exposés sont complètement anodins. On a une journaliste qui bosse pour Mediapart, qui vient nous expliquer, avant même qu'on nous donne, à nous spectateurs, des raisons objectives de douter de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, grosso modo, que cette histoire d'attentat terroriste, d'avion détourné par un terroriste islamiste, c'est un peu suspect. Suspect en 2021, vraiment ? Je sais pas. Je précise que Boîte Noire est sorti le 8 septembre, soit le jour de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre, et que je l'ai vu le 11 septembre, personnellement. Les deux étant dus au hasard. Oui, c'est du hasard. Enfin, c'est du hasard. Pour les dates de sortie concomitantes, je pense, ça doit sûrement l'être, mais il n'empêche que... Voilà. Je sais pas si c'est du hasard en réalité, mais bon. Toujours est-il que dans ce contexte, moi, ça m'a semblé, au bas mot, assez malvenu. Ouais, alors de mon côté, moi je l'ai ressenti aussi parce que ça m'a posé moins de problèmes politiques que de problèmes narratifs. Disons que j'ai eu moins d'efforts à faire que toi pour accepter ce postulat et ensuite profiter du spectacle. Alors on peut ajouter à la pièce de ce dossier, entre guillemets, qu'au cours de sa quête de vérité, le personnage de Pierre Ninet s'exclame, au sujet du principal suspect de ce qu'on croit être un attentat, c'est un pauvre gars dont on a farci l'ordinateur de vidéos djihadistes. Et c'est quelque chose qu'il crie dans son bureau au milieu de ses collègues. Non, je crois qu'il est chez lui, enfin bon, peu importe. Autant pour moi, en tout cas, il se le dit pas lui-même. Il y a un témoin, soit sa femme, soit des collègues, mais il s'exclame en fait devant témoin que c'est scandaleux ce qu'on a fait à ce pauvre gars. Oui, tout à fait. Alors, autant te dire que moi, cette réplique m'a un peu énervée. Ouais, mais c'est vrai que ça tombe en fait comme un cheveu sur la soupe, parce que cette personnage, en fait, l'espace d'un instant, elle transforme ce qui est un idéaliste naïf, quelqu'un d'obsessionnel, mais de quand même extrêmement bienveillant, en authentique et véritable militant, en fait. Et ça m'a d'autant plus semblé être une pièce rapportée que tout Boîte Noire, à force d'éloigner la piste du terrorisme, à mon sens, passe à côté d'un sujet qui aurait été 1000 fois plus excitant. Montrer non pas une industrie qui essaye de cacher une anomalie technique en faisant croire à un attentat, mais au contraire, une industrie qui essaye de planquer une attaque terroriste tout en faisant croire à une anomalie technique. Ça aurait posé, je trouve, des questions plus intéressantes de montrer qu'en 2021, une compagnie sans scrupules a davantage peur pour sa réputation vis-à-vis de questions liées à la sécurité intérieure que vis-à-vis des questions liées aux brevets délivrés aux appareils. Alors, sachant que le film sort, comme tu l'as rappelé, peu de temps avant le 20e anniversaire du 11 septembre, je pense que Boîte Noire, en fait, aurait touché à des émotions et à un imaginaire collectif beaucoup plus fort en prenant le chemin inverse, démontrer qu'un crash d'avion présenté comme accidentel était en fait très intentionnel. Et magie de la fiction, t'étais même pas obligé de partir sur le terrorisme islamiste. Je pense par exemple, dans l'actualité récente, au vol Athènes-Vilnius qui a été détourné le 23 mai 2021 afin de rapatrier de force en Biélorussie Roman Protasevich, qui est un opposant au régime de Loukachenko. Voilà, pourquoi ne pas imaginer en France, un récit similaire où des hauts fonctionnaires d'État organisent en sous-main le crash d'un avion de grande ligne pour se débarrasser d'un témoin gênant. Bon, là je vais loin parce que je spécule sur ce que le film aurait pu être dans une autre dimension, au lieu de parler de ce qu'il est. Mais je voulais explorer ça pour dire que Boîte Noire, c'est un film qui s'avère suffisamment
intriguant, suffisamment excitant et suffisamment généreux pour que le public échafaude, enfin en tout cas moi, lui-même ce genre de piste. Et ça, même si on va en parler, donc la résolution nous a déçus un peu, je peux pas lui enlever ça dans sa première partie. Ouais, c'est très juste. Et la comparaison, si je peux parler de comparaison que tu fais avec l'affaire du vol à Tenville, c'est super intéressante. Alors, pour le coup, c'est un événement qui est postérieur au tournage du film, enfin, on peut l'imaginer. Oui, voilà, je dis que c'est purement un titre d'exemple. Hein. C'est clairement, ils auraient pu faire le film en 3 mois comme ça, là-dessus. Alors que, bon, le 11 septembre, ou même Marignane, voilà. Il l'avait forcément en tête. On a eu le temps de le digérer, de le... Mais encore une fois, moi je veux bien qu'on me raconte n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Là, c'est le cheminement, cette manière de dédouaner un terroriste islamiste pour partir vers une hypothèse un peu plus soft, on va dire, je sais pas. J'ai trouvé ça un peu compliqué, un peu malvenu. Ouais, ils ont un peu troqué un sujet fort pour un sujet qui est intéressant. Ouais, je trouve qu'on y perd un peu au change. Mais voilà, on peut pas qualifier ça d'erreur. C'est un vrai choix narratif qui a été fait, qui nous parle moins, mais on n'enlève pas pourtant au film la qualité de son exécution. Voilà, faut dire avec ce qu'il raconte, il le mène du mieux possible. Ah oui, c'est bien ce que je disais, c'est un choix narratif assumé. Ouais, c'est sûr. J'ajouterais que moi aussi j'ai été plutôt déçue par les révélations finales, parce qu'en fait je trouve qu'elles s'étalent sur un ton trop long et que la tension finit par redescendre. Voilà. Paradoxalement, alors qu'ils essaient de créer une montée en tension au fur et à mesure que l'obsession de Piernier est de plus en plus palpable, finalement, sur la fin, ça t'a un tout petit peu décroché du ouais, parce que je crois que je l'avais vu venir au bout d'un moment, en fait. En plus, ouais. J'ai pas eu ça, moi, tu vois, j'ai quand même eu le plaisir jusqu'au bout du en twist. fait, le film explore 2-3 pistes, et la troisième, en fait, c'est un peu trop, en quelque sorte. Alors, au-delà de ça, pour moi, Boîte Noire pose une question quasi existentielle. Comment est-ce qu'on rend attrayant un film dont l'action se situe en bonne partie dans des bureaux administratifs situés dans l'emprise du charmant aéroport de Paris-Le Bourget? Comment? Le lieu le plus sexy du monde, voilà. Comme chacun sait. Ou pour le dire autrement, comment est-ce qu'on rend attrayante une énorme boîte grise? Est-ce que c'est seulement possible? Je pense que le réalisateur Yann Gozlan nous montre que c'est possible dans une certaine mesure. Je pense qu'il nous montre qu'on ne peut pas vraiment sublimer la boîte grise, en tout cas lui n'y arrive pas, à mon avis, mais qu'on peut permettre au spectateur de s'en abstraire. Visuellement, Boîte Noire, c'est propre, c'est cohérent, mais c'est quand même plutôt laid. Je sais pas ce que t'en as pensé. Alors, l'univers dans lequel se déroule le film est assez déprimant. Pour autant, il faut bien quand même préciser les choses. Je trouve pas que la mise en scène soit moche du tout. On parle pas de ça. C'est pas mal réalisé. Juste que la photo, on l'a trouvée... On parle de la photo. La photo était un peu trop soumise au décor. C'était un peu terne, un peu grisâtre. Et du coup, un peu rébarbatif. Voilà. Ouais, c'est triste en fait. Moi j'ai trouvé ça triste. Mais oui, effectivement, je parle de la photo, pas de la mise en scène. Et c'est triste, franchement, du début à la fin, parce que quand on quitte le Bourget, ces bureaux, ces hangars, ces parkings où on passe quand même la majeure partie de notre temps, c'est pas pour aller à Tahiti. Ça vous surprendra peut-être. C'est pour aller dans un appartement parisien à la déco plutôt impersonnelle, celui du héros et de sa femme. Ou dans pire encore, dans une maison de campagne lugubre, vraiment lugubre, située en bord de national, au fin fond de l'Île-de-France. Ajoutons à cela que dans ce film, soit il fait nuit, soit il fait gris. Mais tout le temps. De ce point de vue, encore une fois, c'est très cohérent, mais c'est aussi et surtout très triste. Triste comme du Nolan, triste comme Tenet. Il fallait qu'on fasse un point Nolan. Hein. Il faudra qu'on fasse un podcast sur Tenet un jour, parce que c'est un film dont on parle beaucoup hors antenne. Il revient tout le temps dans nos discussions. On a plein de choses à en dire, en fait. Ce sera à l'occasion d'un podcast gris. Hein. Plein de choses très, très positives à en dire. Bref. Voilà. Et donc, on peut pas dire, en tout cas, moi, je ne peux pas dire que Yann Gozlan tire vraiment parti de tout ça, de ces lieux et de l'ambiance qui s'en dégage. Ce qui fait la force de Boîte Noire, c'est plutôt sa capacité à nous abstraire de cet environnement déplaisant. Et pas seulement en proposant une histoire intéressante, bien rythmée, avec de nombreux moments de tension, et portée par d'excellents acteurs, hein, parce que c'est le cas, vraiment. Dont André Dussolier. Qui est... Ouais, André Dussolier, que j'aime pas tellement d'habitude, mais qui est très bon dans ce film, même s'il a un petit rôle. Voilà, donc pas seulement en nous proposant cette histoire-là, mais en focalisant notre attention sur ce qui finalement est au cœur du film, le son. On l'a dit, Pierre Ninet joue le rôle d'un acousticien du BEA,
chargé d'analyser le contenu de Boîte Noire, très doué mais peu sociable, et souffrant semble-t-il d'hyperacousie, ce qui l'oblige à mettre régulièrement des écouteurs ou des bouchons. Voilà, on précise l'hyperacousie, c'est une hypersensibilité au son en général ou à différents sons en particulier. Et à chaque fois qu'il parvient, donc le personnage de Pierre Ninet, à faire abstraction de ce qui l'entoure, pour se concentrer donc sur un son, que ce soit pour les besoins de l'enquête ou pour éviter la crise d'angoisse, grâce à de savants effets de mixage audio et notamment de spatialisation sonore, qui sont très réussis, le spectateur en fait de même. En d'autres termes, c'est immersif, ça fonctionne. Et ce n'est pas accessoire, pour moi. C'est vraiment ce qui fait l'intérêt du film, c'est ce qui le rend digeste, à défaut de faire son originalité. C'est ce qui nous permet de nous échapper de cette boîte grise, en fait. Ce qui est oppressant pour le héros l'est pour le spectateur, et ce qui libère l'un, libère l'autre. C'est ce que... Alors, je suis entièrement d'accord avec toi pour ça, et c'est ce que j'essaie un peu de dépeindre en parlant de la scène d'ouverture, que c'est un film qui est pensé en termes de mise en scène. Donc ce qui fait, vu le sujet, ça fait extrêmement plaisir. Et petite parenthèse, mais c'est amusant de voir cette récente, entre guillemets, vague, on peut peut-être pas parler de vague, mais c'est quelques films qui amplifient ou qui privent leurs personnages de un ou plusieurs de leurs 5 sens. Je pense Bird Box, par exemple, le film Netflix, que tu m'avais conseillé, je crois d'ailleurs. Tout le monde était tombé dessus, mais j'ai trouvé ça finalement pas mal du tout. Là, j'avais regardé avec Sandra Bullock. C'était vraiment pas mal, Bird Box. Boîte Noire s'inscrit clairement dans la veine des films sensitifs qu'on voit se multiplier depuis quelques années. Dans la catégorie oui, si je puis dire, je pourrais citer Sans un bruit de John Krasinski, qui a été très bien reçu. J'ai vérifié, j'ai regardé les critiques, enfin les notes un peu sur Allociné notamment. Je crois qu'il a eu 4,5 sur 5. T'as trouvé ça pourri, toi, non, je crois. Et moi, j'ai trouvé ça complètement nul. J'ai toujours pas vu d'ailleurs. Une grande influence. J'ai pas vu j'ai pas vu la suite par contre. Donc Sans un bruit ou ces répliques des TV comme The Silence sur Netflix, ça c'était complètement nul aussi. Ouais, mais il y a un film que j'aime beaucoup, je crois que toi aussi, c'est Don't Breathe, La Maison des Ténèbres. Voilà, par exemple, c'est où il y avait trois jeunes braqueurs à la petite semaine qui décident de pénétrer dans la maison d'un vétéran pour le déposséder de sa pension. Il le pense faiblard parce qu'il est aveugle, au contraire, il a tous les moyens de se défendre et ça devient cauchemardesque pour eux. Ouais, tu me l'avais conseillé, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. C'est du réalisateur du remake de Evil Dead. Absolument, Fede Alvarez, ouais. Et on remonte beaucoup plus loin, mais il y a un film comme Blindness aussi, par exemple, de Fernando Merel, sorti à la fin des années 2000, où, si je ne dis pas de bêtises, toute la population devient aveugle, à l'exception d'une femme qui était jouée par Julianne Moore. Ouais, je m'en souviens, je l'avais vu ce film, c'était un petit film. Moi, j'ai surtout envie de citer, ça ne surprendra personne, je pense, Le Chant du Loup. Voilà, bien sûr. Le Chant du Loup d'Antonin Baudry, donc film français, excellent film français, je trouve, qui raconte l'histoire d'un jeune sous-marinier acousticien, là aussi, joué par François Civil le Magnifique. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Franchement, on dirait une biographie François Civil le Magnifique, c'est un truc. Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a un truc à faire. Donc François Civil, son personnage, qui se retrouve embarqué dans une mission suicide, donc forcément à bord d'un sous-marin, pour prévenir une guerre nucléaire. Le film joue exactement, mais vraiment exactement, sur les mêmes ressorts, les mêmes effets de mixage audio que Boîte Noire, que ce soit pour caractériser son héros ou pour faire avancer l'histoire. Mais d'une certaine manière, sa réussite n'en dépendait pas autant, parce que Le Chant du Loup, c'est un vrai film d'action, c'est un vrai film de guerre, c'est un vrai blockbuster français, c'est un film moins terne, et surtout, c'est un film d'un genre particulièrement rare, d'une rareté qui est même absolue en France, je crois, le film de sous-marin, ce qui, à mon avis, en faisait une sorte d'objet de curiosité. Enfin, ça ne pouvait qu'éveiller l'intérêt des spectateurs, en tout cas le mien, quoi. Ça a éveillé l'intérêt de beaucoup de spectateurs, parce que c'est un film qui est très bien reçu, qui a bien marché, et qui est très bien produit. Puis entre Le Chant du Loup et Boîte Noire, alors c'est bête à dire, mais ça fait plaisir de voir en France, dans des très grosses productions, des films dont le sujet même, à savoir l'audition, appelle intrinsèquement une mise en scène ample, en tout cas qui va impliquer le spectateur au-delà des dialogues, voilà, qui va l'intéresser par la mise en scène une fois encore. Donc ça, c'est pas forcément une contrainte, parce que je pense que derrière le film, il y a un vrai projet de metteur en scène, une vraie envie de faire ça, c'est pas une obligation, mais n'empêche, voilà, c'est payant à l'écran en fait de s'attaquer à ces sujets. Donc, le voir débarquer à 2 ans, c'est pas anodin en fait, je pense, de le voir débarquer à peine 2 ans d'intervalle. Ouais, clairement, ça fait du bien de voir des films français aussi ambitieux, tout simplement, que ce soit...
Même tout simplement sur le plan technique. Ah oui, c'est vrai. On a trop rarement l'habitude de voir ça. Il y en a, mais pas forcément à si grande échelle que le Chant du Loup. Moi, j'aime bien les films d'Éric Valette, À bout portant, de Fred Cavaillé. Il y a des exemples comme ça. Mais le Chant du Loup, c'est un vrai gros film et du coup aussi gros succès populaire qui a été, une fois encore, bien produit et bien vendu. Ouais. Et tu disais d'ailleurs, tu as sûrement raison, que Boîte Noire a pu être fait parce que le Chant du Loup a marché. C'est pas impossible. On a quand même 2 films dont le héros a pour métier... il est acousticien. Ils sont acousticiens tous les deux, quoi. Donc c'est dans des conditions très différentes, mais néanmoins, c'est leur oreille qui fait tout leur métier et qui va amener les spectateurs dans le récit. Donc voilà, je sais pas si c'est une nouvelle ère là, comme ça qui s'ouvre sur les grands mots, puis, mais j'ai envie d'en voir plus des comme ça, moi. Au-delà de ça, il y a quand même un thème un peu similaire, c'est-à-dire que dans le Chant du Loup, on a un détournement de sous-marin, et dans Boîte Noire, on a un détournement d'avion. On est dans le transport dans les deux cas, ouais. On est dans le transport. Ce sont des films estampillés ministère des Transports. Ouais, voilà. C'est un peu ça, il y a peut-être un truc à faire là aussi. Un filon exploité, j'espère vraiment qu'il va continuer à être exploité comme ça par les producteurs français. Alors après, petite réserve aussi, et compliment à la fois, parce qu'aussi sensitif soit-il, Boîte Noire, je l'ai trouvé moins viscéral et moins impliquant que Burnout, donc le film de Yann Gozlan, dans lequel François Civil interprétait un jeune motard contraint d'aller faire des go-fast au péril de sa vie pour sortir sa fiancée de graves emmerdes qu'elle avait avec la Pègre. Alors une fois encore, ni toi ni moi n'avons vu Un homme idéal, donc le précédent film dans lequel Pierre Ninet jouait pour Gozlan, mais entre Burnout et Boîte Noire, j'ai l'impression que Gozlan passe d'un homme d'action, de terrain, à un pur théoricien. Donc Boîte Noire est, une fois encore, à mon humble avis, moins immédiatement prenant, en tout cas sur la durée. Il est beaucoup plus guindé quelque part. Il m'a fallu les 3/4 d'heure, 1 heure pour vraiment sentir le danger qui plane autour de l'affaire, alors que 15 minutes suffisaient dans Burnout pour me mettre sous tension. Ouais, alors j'ai pas vu Burnout, je n'y manquerai pas. Je te le conseille, vu qu'il y a François Civil le magnifique en tête d'affiche, donc tu peux y aller. C'est exactement ce que j'allais te dire, je n'y manquerai pas. Je voudrais juste préciser, parce qu'on l'a pas dit, il y a un peu d'action dans Boîte Noire. C'est un film d'enquête, c'est un film de bureau, mais il y a un peu d'action. À la fin du film, Mathieu Vasseur, donc le personnage joué par Pierre Ninet, se trouve dans la maison de campagne dont je parlais, qui est la maison de son collègue Pollock qui a disparu. Et c'est là en fait qu'il va trouver la vraie boîte noire ou les extraits qui manquaient, puisque la boîte noire a été trafiquée. Et donc il est au sous-sol de cette maison, dans le sous-sol de cette maison, et il entend 2 intrus pénétrer dans la maison grâce à sa super audition. Et là, voilà, vous avez un petit... Ça dure peut-être 3, 4, 5 minutes. Vous avez une petite scène d'action. Il va se cacher. Il va réussir à détourner leur attention pour se sauver, monter dans sa voiture, et il y a une petite course-poursuite. Courte, mais intense. Solide, hein. Et puis le jeu du chat et de la souris. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, c'est apparu... Alors c'est très personnel, moi, il y a une situation au cinéma qui me fait stresser, c'est quand un personnage entre dans une pièce où il est pas censé être et qui manque de se faire choper. Moi j'ai une trouille bleue. Dans le Chant du Loup, François Civil va dans le bureau de ton supérieur pour récupérer des infos sur ordinateur, j'en dis pas plus, et t'as qu'une peur, c'est que le supérieur ouvre la porte et qu'il se fasse... Ça me fout une trouille bleue quel que soit le film. Parce que je pense donc ça marche très bien sur moi, si tu veux. On a tous connu ça aussi personnellement. Aller fouiller les affaires des autres, ouais. Je sais pas. T'as des trucs à avouer peut-être Donc il y a cette scène-là donc, dans Boîte Noire, ou François Civil, pardon, je les confonds, Pierre Ninet va chez son collègue, et moi, dès qu'il arrive chez lui, il commence à essayer d'ouvrir le portail et tout, et il sait qu'il n'a pas le droit de rentrer, il y va, donc il dit, mais qu'est-ce qu'il va trouver? Le collègue a disparu, est-ce qu'il y a un cadavre, est-ce qu'il y a des mecs qui tournent autour de la maison? Donc ce suspense est mis déjà au bout la moitié du film, et il finit par éclater en fait sur la fin, donc c'est encore plus tendu, et ça c'est pour le coup une vraie réussite, cette scène de ce jeu de chat et de la souris suivi d'une poursuite en voiture. C'est un film qui prend des risques quand même. Ouais, clairement, donc c'est un bon point de plus. Et le fait d'avoir utilisé précisément ses capacités auditives hors normes pour cette scène d'action, c'était intéressant aussi, c'est-à-dire que ça ne sert pas seulement à faire avancer l'enquête. Oui, absolument. Ça lui sauve la vie en fait. Complètement, ça le met en danger, mais ça lui sauve la vie en même temps, donc c'est... Non, c'était vraiment très très bien vu de faire ça. Alors, dernier élément qui m'a semblé très intéressant dans Boîte Noire, scénaristique cette fois-ci, c'est la façon dont le scénario met en échec l'antagoniste. Le vrai visage du méchant est révélé publiquement, devant un parterre de témoins, et c'est comme ça qu'il est vaincu, donc dans la dernière scène.
Dans un tout autre registre, c'est un peu le même final que Monstres et compagnie des studios Pixar. Voilà, alors on précise que Guillaume a 12 ans. Ouais, voilà, et demi quand même, respecte-moi. Non, rapprochement improbable, mais moi, c'est une mécanique que j'aime bien, qui est assez exaltante en tant que spectateur, c'est que le méchant n'est pas seulement jeté dans un fossé, il ne meurt pas, il est vaincu parce qu'humilié, parce qu'on va exposer ce qu'il a fait. C'est pareil dans Minority Report de Steven Spielberg. Le méchant de l'histoire est vaincu à partir du moment où on vient révéler au public, pas nous, hein, enfin au public, je veux dire aux gens, à un parterre de gens devant lui, le crime qu'il a commis et les saloperies qu'il a commises pour se couvrir ensuite. Voilà, cette façon de conclure le récit, ça va de pair avec une autre idée que j'ai trouvée vachement intéressante, c'est le fait d'exclure le personnage central, Pierre Ninet, de la résolution. Le héros quitte le récit avant l'épilogue, et c'est un personnage secondaire, qu'on a vu dans le film, dans Boîte Noire, qui a été développé, qui va devenir porteur de vérité, et qui va donc donner le coup de grâce au méchant, en exposant les saletés qu'il a faites aux yeux de tout le monde. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Alors même si moi, encore une fois, j'ai trouvé la fin plutôt décevante, trop longue, en fait, pas assez percutante. Et surtout que moi, j'ai un peu senti venir la fin, pas toi ? Et non, moi j'ai quand même eu le plaisir Alors, je l'ai un peu senti parce qu'il nous titille un peu avec cette piste, mais je me suis jamais dit, ok, c'est ça, c'est plié, alors que toi, t'as été assez certaine de la résolution bien avant qu'elle arrive. Ouais. Et je précise aussi que j'aurais préféré précisément que le personnage joué par Pierre Ninet, à défaut d'être réhabilité, hein, parce qu'il est... À force de ses obsessions, il a été viré du... Il est viré du BEA. À défaut d'être réhabilité, qu'il ait sa petite vengeance personnelle. Ça m'aurait fait plaisir, je pense que ça aurait été plus percutant. Voilà, moi j'ai pas eu de frustration par contre de ce côté-là, tu vois. Mais bon, au final, faut le dire, c'est un bon film. Ouais, c'est un bon film, c'est un film qui fait plaisir. On y a pris du plaisir. Il aurait pu être excellent, mais c'est aussi, puisqu'on a exposé pour des raisons qui dépendent plus de nous que du film en fait. Parce qu'il y a des choix narratifs qui ont été faits, on se dit, il aurait pu aller là, il aurait pu aller là, mais il n'aurait pas forcément été mieux exécuté ou mieux joué s'il avait pris une autre direction. Il y a des qualités qui sont là et qui sont quand même assez c'est sûr et certain, et c'est pour ça que j'ai pris la peine de préciser que ma première critique était assez subjective. Voilà, donc allez le voir, et c'est important de le dire, voyez-le en salle, pour l'expérience sonore, et il y a un vrai travail qui mérite d'aller voir ça au Cinoche. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup Mathilde. Je t'en prie Guillaume. L'Infini Détail, c'est aussi un site web, infinidétail.com, où vous retrouverez des entretiens, des news, des critiques. On a un magazine papier édité il y a bientôt 2 ans maintenant, qui est encore disponible dans quelques librairies. On a un compte Tipeee où vous pouvez nous soutenir, c'est facile à trouver, c'est Tipeee, tip3e.com/infinidétail, tout attaché. Vous pouvez nous soutenir à partir d'€1, que ce soit pour les podcasts ou pour le magazine papier. Et à ce sujet, on va enfin réussir à sortir un second magazine papier, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. On en dira plus sur les réseaux sociaux, mais ça va être le portrait d'une artiste qui a été complètement oubliée par l'histoire du cinéma, et qu'on va tenter de réhabiliter à force de longues recherches auprès de ses proches et même des boîtes de prod qui ont permis à ces films de se faire. Donc voilà, à bientôt pour tout ça, bonne soirée, à la prochaine.